Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'analyse du numéro de Victor Moïseïev, enregistré au Festival mondial de cirque de demain en 2016. J'analyse donc une captation télé, c'est-à-dire que ce n'est pas le numéro en direct, il y a plusieurs angles de vue, du montage, des coupes, mais je fais avec ce que j'ai. Mon idée pour cette analyse, c'est d'analyser ce que je vois et pas les intentions de l'artiste. Je ne sais pas a priori dans quel contexte le numéro a été monté, je ne connais pas la vie de l'artiste, ni son processus de création, etc. Mon but avec cette analyse, c'est de pousser les spectateurs à dépasser le stade de j'aime ou j'aime pas, à mieux déchiffrer le discours du numéro, donc à mieux l'apprécier. Et à l'intention des jongleurs, je voudrais vous aider à pousser plus loin vos propres choix artistiques. Vous me direz si j'y arrive. Donc on va d'abord dérouler le numéro et observer la technique de jonglage. Alors je vois un artiste debout sur une espèce de petite plateforme, une petite estrade. Une boule qui descend de la coupole, qui descend du ciel donc symboliquement. Et cette boule ressemble vraiment à une planète. Je ne sais pas si ça représente la Terre. J'ai pas l'impression, mais enfin en tout cas j'ai vraiment l'impression d'une planète. La planète s'ouvre en deux pour laisser apparaître 3 ballons rouges suspendus. Et j'ai eu l'impression de voir une sorte de flash en snake, de flash en douche, enfin on détaillera ça un peu plus tard. Un vrai flash en cascade, on va dire. Alors ça partait comme une douche, mais en fait, ça devient un flash en douche ou un snake. C'est difficile de déchiffrer les figures en avance parce que le jongleur peut choisir après le lancer ce qu'il va faire des objets. Est-ce qu'il va les rattraper ou les rattraper plus tard? Voilà donc. Là ça ressemble vraiment à un flash. Et le 4e objet arrive. Là aussi, c'est une sorte de flash qui crée un espace pour que le 5e objet arrive aussi. Là, c'est vraiment une cascade par l'extérieur, une reverse cascade. Encore une sorte de flash où toujours il pousse les ballons assez rapidement pour se dégager du temps sans ballon dans les mains. Voilà. Là, on avait l'impression d'un départ en douche, mais c'est devenu un snake aussi parce qu'il a décidé de rattraper les ballons plus tard. Voilà. Là c'est clairement une cascade qui est pas tout à fait en rythme, elle est un petit peu syncopée entre les deux côtés. Et elle est écrite avec la musique, donc c'est conçu comme ça en tout cas. Voilà. Une vraie douche, mais qui se transforme en flash aussi. Et encore des flashs. En fait, il rattrape pas les ballons si souvent que ça. Hein. Voilà, une vraie douche. Et 2 ballons de plus. Donc on en est à 7 ballons avec encore un flash. Et flash demi-pirouette d'ailleurs. Hein. Une vraie cascade par l'extérieur, mais qui aussi devient de nouveau un flash. Toujours une cascade. C'était une fin un petit peu en snake, hein. Voilà, 2 ballons de plus,
Donc on est à 9 ballons. Et là c'est un démarrage en cascade à l'intérieur. Mais sauf que les ballons passent derrière quand même, hein, avant que le jongleur les rattrape. Voilà. Et c'est la fin du numéro. Les ballons disparaissent au ciel. Et c'est la fin. Alors, on va regarder la structure du numéro. Voici mon graphique qui représente la dynamique du numéro. Et cette fois-ci, j'ai qu'une seule ligne qui représente le nombre d'objets. Donc, je vois un simple escalier de 0 à 9 et qui revient à 0 à la fin du numéro et qui passe uniquement par les nombres impairs. Le numéro comprend un seul type d'objet, les ballons. Donc, j'ai pas pris la peine de faire une ligne pour représenter les différents types d'objets. Il n'y en a qu'un. Et je n'ai pas non plus suivi l'évolution du mouvement, étant donné que le jongleur reste sur place du début à la fin, et que la chorégraphie n'évolue pas vraiment, en tout cas j'ai pas trouvé d'évolution. Je trouve plutôt qu'elle est casée par petits bouts entre les mouvements des ballons, et je vais pas me lancer dans le détail des mouvements de bras. Dans un graphique comme celui-là, je cherche plutôt à visualiser l'évolution sur la durée du numéro, et là, j'en vois pas tellement en fait. Au niveau technique de jonglage, j'ai pas grand chose non plus à me mettre sous la dent. Je trouve, pour tout dire, le jonglage assez pauvre. Je vois uniquement des cascades, un peu de douche, des flashs tout le temps, des passages par des sortes de snakes et des pirouettes qui sont pas toujours liées au jonglage, c'est-à-dire que les pirouettes se font souvent une fois que tous les objets sont revenus dans les mains. Je vois quand même un body trick qui serait un back cross quand le jongleur pousse les ballons derrière lui, comme ça je vais assimiler ça à un back cross, même si ça sera pas du tout la même difficulté qu'un vrai back cross à 5 balles ou à 5 massues, mais ce sont quand même des back cross pour moi. Et passer l'effet initial qui dure peut-être 1 ou 2 minutes, comme les trajets ont toujours la même forme, c'est-à-dire un arc dont le centre est le point d'attache, je trouve que le jonglage perd assez vite son intérêt. Enfin, moi, je sens mon attention qui décline assez rapidement. Je peux essayer de dire un mot sur la chorégraphie, même si je ne suis pas spécialiste. Je me demande ce que l'artiste cherche à montrer. Est-ce qu'il s'étire? Est-ce qu'il montre qu'il est souple? Ou peut-être qu'il veut télécommander ses objets? Mais comme les gestes me donnent une impression d'être assez formels, voilà, je saisis pas bien en fait. Donc si quelqu'un a des idées plus précises, dites-le moi en commentaire. Je trouve que les mouvements ont une fonction de remplissage un peu déconnectée du jonglage. En fait, le jongleur fait beaucoup de mouvements quand il se trouve libéré des ballons, mais en fait, quand il a les ballons dans les mains, tout d'un coup, ça le cloue un peu sur place. Donc ça aussi, je trouve que c'est pas très heureux en fait. Je vois vraiment une séparation entre le jonglage et la chorégraphie. Et si on enlève la chorégraphie, le jonglage reste strictement le même. Il n'y a aucun moment chorégraphique qui n'entraîne des trajectoires différentes des ballons. Et parfois seulement, le mouvement des objets est le prétexte pour des mouvements d'évitement où le jongleur se baisse ou s'écarte pour laisser passer le ballon. Donc je vais plutôt m'attarder sur le côté symbolique du numéro, parce que finalement j'ai l'impression qu'ici le jonglage entier est fondu dans un symbole géant. Mais avant de creuser le côté symbolique, je vais faire une étape par la musique et le costume. Je vous repasse juste un petit bout de la musique. Voilà. Donc je trouve que la musique est typique d'une musique de film, avec une instrumentation orchestrale dans un style vraiment épique, qui me fait penser à une bande son de film hollywoodien en fait. J'irais même jusqu'à dire dégoulinante, pardon pour le mot, mais tellement elle rajoute une couche de grandiloquence au numéro comme ça. À chaque variation de la musique, j'ai l'impression de traverser une galaxie à toute vitesse, et du coup je trouve ça assez fatigant en fait. Même si je reconnais qu'il y a une gradation du début à la fin, il y a quand même plusieurs variations, la musique s'étoffe progressivement et s'amplifie, mais l'énergie est déjà tellement haute dès le début du numéro que ça me fait pas d'effet suffisant, voilà.
J'ai aussi l'impression que la musique est fabriquée en studio avec des bibliothèques de sons, et je veux dire par là qu'elle n'est pas enregistrée avec un véritable orchestre. Ça s'entend notamment sur les sons de violon qui ne sonnent pas à 100% authentiques. Et il faut savoir que souvent dans le domaine du cinéma, le compositeur crée sa bande-son en studio de manière la plus réaliste possible, mais au bout du compte, il l'a fait quand même jouer par un véritable orchestre pour avoir vraiment toutes les nuances vivantes des instruments. Et ici, ça n'a pas été fait, ce que je peux comprendre parce que le coût doit être disproportionné pour un numéro de cirque. Mais du coup, je reste sur une version qui sonne pas finie, et bon, je dois être le seul de toute façon à entendre ce genre de détails, hein, j'en suis conscient. Et donc, sur la musique, si j'en juge par les synchronicités avec les mouvements du jongleur, je pense que la bande-son a été composée sur mesure, et même composée à partir du numéro déjà monté. Du coup, je trouve qu'il y a un effet pervers qui est que la musique paraphrase l'action. C'est-à-dire qu'elle ne fait que commenter les mouvements, et je trouve que ça n'ajoute rien au numéro. Ça amplifie éventuellement la perception des mouvements, mais comme les mouvements sont déjà presque caricaturaux, je trouve que ça n'ajoute pas vraiment d'informations au numéro. Je dirais même que ça écrase le jongleur, et ça crée un décalage entre les mouvements chorégraphiques, qui sont très énergiques, et les mouvements de jonglage, qui sont nécessairement plus mesurés, pour donner exactement la bonne vitesse de balancement au ballon. Et le jonglage a donc une énergie plus faible que la musique, ce qui est, je trouve, une erreur. Étant donné que, pour moi, l'intérêt de ce numéro est le jonglage, le dispositif des ballons suspendus, l'originalité du dispositif, et non la musique, qui est censée plutôt mettre en valeur le jonglage et pas l'écraser. Sinon, pourquoi pas faire un concert avec un orchestre en live agrémenté d'un numéro de jonglage. Mais là, j'ai seulement une bande-son enregistrée et c'est le jonglage seul qu'on voit sur la scène. Je vais être franc, en fait, pour moi, ce numéro, il sent un peu l'escroquerie. Désolé, c'est un mot fort, mais quand, dans un numéro de cirque, la musique écrase l'action comme ça, c'est que l'action n'est pas à la hauteur, ou que c'est une tentative de dissimuler quelque chose, ou alors c'est un mauvais choix musical, alors qu'on aurait pu faire d'autres choix, par exemple enrichir l'action par la musique, et pas seulement la commenter, ou créer un décalage, une forme d'humour ou de surprise, et sans ça j'en ressors un peu frustré en fait. Le costume de Victor Moïseyev. Pour moi, le costume constitue une sorte d'écorché. Donc un écorché en dessin, c'est une représentation d'un corps humain sans la peau pour laisser apparaître les tissus internes, les muscles, les tendons, etc. Mais ici, je vois pas un véritable écorché, je vois pas des muscles réalistes, je vois plutôt une évocation d'écorché, une sorte de peau translucide qui laisserait apparaître de manière floue ce qu'il y a sous la peau. Donc peut-être que je peux plutôt m'appuyer sur le sens psychologique du mot écorché, c'est-à-dire quand une personne porte des traumatismes qui la rendent extrêmement sensible à la moindre douleur, à la moindre frustration. Mais le reste du numéro ne montre pas ce trait de caractère, je vois plutôt un personnage qui maîtrise tout, qui n'est pas spécialement atteint et encore moins agressé par ce qui se passe. Donc je penche plutôt pour un personnage fantastique, comme dans certains films de science-fiction, où les humains sont fabriqués couche par couche, mais directement aux proportions adultes. Donc pas par croissance progressive, mais par assemblage de composants. Je sais pas si vous avez vu la reconstruction de Lilou dans le 5e élément par exemple, ou la scène d'ouverture de Ghost in the Shell de 2017, ou à la fin du film Annihilation, où l'alien a un air de pas fini juste avant de trouver son apparence humaine détaillée. Voilà, ça me fait penser un peu au Terminator qu'on fabrique en usine comme ça aussi. Et donc pour Victor Moïseyev, je vois plutôt un être surnaturel, non issu de la reproduction sexuée humaine, avec un papa et une maman, mais plutôt conçu artificiellement, voilà, technologiquement. Donc dans ce costume, je vois un personnage d'ingénieur qui ressort, comme dans le film Prometheus, un personnage qui ne serait pas directement Dieu, mais un représentant d'une civilisation avancée et qui serait à l'origine de la vie sur Terre. Maintenant, je vais creuser la symbolique générale du numéro. Au début du numéro, j'ai cette planète qui éclate en 3 ballons, et le nombre 3 tient une place centrale dans le jonglage, vous vous en doutez, mais aussi dans beaucoup de mythologies ou de cosmogonies, c'est-à-dire dans la manière dont les sociétés imaginent que leur univers a été conçu. Par exemple par un dieu ou par un événement comme le Big Bang. Donc dans beaucoup de cosmogonies, il y a une unité primordiale qui se divise en 3, à commencer par la triade cosmique chrétienne, ciel, terre et enfer,
ou la décomposition de Dieu en Père, Fils et Saint-Esprit. Et plein de traditions en fait reprennent cette idée de division en trois, avec le monde d'en bas, le monde intermédiaire, le monde d'en haut, les morts, les vivants, les dieux. Le rouge des ballons peut symboliser le sang. En plus, dans le contexte, je pourrais même dire que les ballons peuvent être des globules rouges géants, et les globules transportent l'oxygène dans le corps, donc les ballons sont clairement un symbole de vie. On peut les voir comme des cœurs aussi. C'est un peu premier degré, mais je vois rien d'autre en tout cas. Et dans le numéro, je vois un mini récit de création où Dieu crée l'univers, puis la terre, puis la vie, et ordonne aux êtres vivants de se multiplier. Et c'est d'ailleurs ce qui est raconté dans la Bible. Et la multiplication et la séparation correspondent à la perte de l'innocence originelle, chute du paradis vers la terre, etc. Sauf que dans le numéro, le Dieu créateur ne donne jamais vraiment la vie, puisqu'il garde toujours le contrôle, les créatures étant toujours accrochées à la coupole, et en d'autres mots, tenues en laisse en quelque sorte. Dans le numéro, je vois un discours assez univoque, assez linéaire, sans vraiment de surprise. Les ballons supplémentaires arrivent sans raison apparente. C'est ce qu'on appelle un Deus ex machina, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur de l'histoire, dont on ne connaît pas la cause en fait. Et souvent dans les histoires, les Deus ex machina sont un procédé de dernier recours, c'est-à-dire quand on arrive au bout de la logique d'une scène ou d'une histoire et qu'on n'a pas vraiment de moyens, on n'a pas vraiment de logique pour passer à la suite, et ben tout d'un coup on fait arriver quelque chose d'autre, et ça nous permet de faire avancer l'histoire un petit peu artificiellement. Mais pour moi c'est ce qui se passe dans le numéro, en fait, les ballons arrivent de nulle part, comme ça, sans raison particulière. Donc voilà, ça m'aide pas à entretenir mon attention. La structure du numéro est très linéaire aussi, on passe de 1 à 3, puis 5, 7 et 9 ballons, uniquement des nombres impairs. Et d'ailleurs, à travers les cultures, les nombres impairs sont plutôt apparentés au yin, au masculin, et plusieurs auteurs médiévaux citent précisément cette phrase « l'impair est masculin, le pair est féminin ». Donc les nombres impairs sont masculins, les nombres pairs sont féminins. Et si vous avez des amis médiévistes, demandez-leur plus de précision, je ne vais pas développer ici. Donc je parlais de la suite de nombres 1, 3, 5, 7, 9, mais alors pourquoi pas 11, 13, 15 et pourquoi pas 125, 2597 ? Je vois pas dans le numéro de raison logique ou dramatique de nécessité pour que le numéro s'arrête à 9 ballons plutôt que moins ou plus, plutôt que 5 ou 317. Je vois pas de jeu dans le sens où je ne vois pas d'articulation d'idées dont émergerait quelque chose de plus complexe. Comme si je fais référence à mes vidéos précédentes, comme Ignatov qui se lance une variété de défis avec différents objets, avec une construction qui n'est pas linéaire du début à la fin, c'est-à-dire qu'il commence avec plus d'objets, puis il y a un long passage à 3 massues au milieu du numéro, puis il revient à 9 à la fin. Je peux faire référence à Vadik aussi, avec son interaction scénographie, corps, objet, qui je trouve est plus surprenante et maintient plus mon attention du début à la fin. Je peux me rappeler Florent Lestage aussi, qui imbrique le jonglage, le mouvement et les personnages, où chaque aspect nourrit les autres. Donc là, pour Moïseyev, je vois qu'une seule idée, en fait, qui se déroule du début à la fin de façon assez attendue. Et si le discours du numéro est la multiplication, alors pourquoi s'arrêter à 9 ? C'est d'ailleurs un procédé répandu dans le jonglage contemporain d'utiliser un très grand nombre de balles. Je peux citer le collectif Petit Travers. Dans leur spectacle Les Beaux Orages, utilisaient des quantités symboliquement infinies de balles. Jérôme Thomas, dans un ancien spectacle aussi, faisait déverser un torrent de balles sur la scène à la fin. Et là, je me dois de vous faire une grande parenthèse sur le jonglage pendulaire. Le jonglage pendulaire consiste à attacher les objets à un point fixe, de manière à ce que l'objet ne puisse pas vraiment tomber comme dans le jonglage aérien. Le risque symboliquement mortel de la chute au sol disparaît, la mort est suspendue, l'enjeu n'est plus de frôler la mort et d'en réchapper, toujours une mort symbolique dans le jonglage, mais de goûter un moment d'apesanteur ou de vie éternelle. Ce n'est plus de prendre un risque pour apprendre à le gérer, mais c'est de se sentir pendant un instant en sécurité. En somme, je vois ça comme un soulagement passager au lieu d'un apprentissage initiatique. Ce qui peut tout à fait être utile, je ne suis pas en train de dénigrer l'un par rapport à l'autre.
À ma connaissance, l'inventeur du jonglage pendulaire, c'est-à-dire le premier connu, c'est Jörg Müller, un jongleur allemand qui a fait partie de l'une des premières promotions du Centre national des arts du cirque. Quand j'ai vu le numéro de Jörg pour la première fois, c'était lors de son spectacle de fin d'études au CNAC, au Centre national des arts du cirque. J'avais vraiment la mâchoire qui touchait par terre. Ça a vraiment été un choc artistique important pour moi. Et je trouve que c'est ça le but ultime du spectacle vivant, c'est de provoquer un choc dans la réalité. C'est-à-dire, au contraire du cinéma, ce n'est pas de la fiction enregistrée, mais une réalité de cirque, où, à la différence du théâtre, l'artiste fait quelque chose en vrai, ici et maintenant, et n'est pas en train de raconter quelque chose d'autre. C'est-à-dire que l'artiste de cirque fait un salto ou jongle à 5 balles devant mes yeux, et n'est pas en train de raconter que dans une autre vie, il fait des saltos. Et d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre, mais on peut faire quelque chose pour de vrai ici et maintenant et raconter quelque chose qui s'est passé dans un autre espace, dans un autre temps. Mais en cirque, selon moi, il faut au moins le premier cas, l'exécution réelle ici et maintenant. Et dans le numéro de Moïseyev, je trouve que la fiction prend le pas sur le réel. Donc pour moi, c'est du théâtre avant d'être du cirque, et du théâtre assez simpliste. Donc pour moi, ça perd beaucoup de son intérêt. Par comparaison, je trouve le numéro de Jörg Müller bien plus riche. Le jongleur se déplace, son énergie varie plus au cours du numéro, les figures varient plus en amplitude, et contrairement à Müller, qui part de la réalité et la transforme, Moïseyev installe la fiction d'abord, et dedans il y a un peu de cirque, un tout petit peu de prouesse. Donc je me sens pas guidé pour explorer l'univers de Moïseyev, ça passe ou ça casse, en quelque sorte. Et en l'occurrence, vous avez compris que ça passe pas tellement avec moi, voilà. Allez, je vais conclure mon analyse, et je partirai pas sans vous faire quelques suggestions, mais voyons d'abord le début. Pour moi, au début du numéro, c'est l'aube des temps, c'est Dieu qui crée la lumière, la terre, puis la vie. Et la fin, pour moi, est vraiment symétrique avec le début, c'est une sorte de crépuscule, vous avez remarqué la différence de lumière aussi. Donc au début, la lumière est plutôt bleue, c'est la couleur des étoiles quand elles naissent, et à la fin, la couleur est plutôt rouge, c'est la couleur des étoiles quand elles meurent. Donc je vois une sorte de fin des temps où le personnage se tient debout, les jambes écartées comme ça, avec un bras dressé vers le ciel, dans un mélange d'affirmation, de puissance, d'expression du triomphe, d'avoir accompli sa création. Mais entre le début et la fin, je vois pas bien l'enjeu de l'histoire en fait. Quel risque prend le personnage, quel défi il relève. Je vois pas trop ce que je peux tirer de ce numéro au niveau dramatique, à part voilà l'histoire de l'univers, mais je n'arrive pas à m'identifier à quelque chose, à emmener avec moi quelque chose du numéro dans la vie réelle. Mais surtout, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez d'autres idées, dites-le moi en commentaire, parce que de toute évidence, je dois louper quelque chose. Parce que le numéro a beaucoup de succès, avec des tournées au Cirque du Soleil et bien d'autres, donc j'en arrive à me dire que quelque chose manque dans ma grille d'analyse. Donc vous avez compris que mon analyse me laisse un peu frustré sur ce numéro, qui me semble manquer de profondeur ou d'articulation, mais je vais dépasser un peu le cadre de cette analyse et donner un peu de contexte. Le numéro est chorégraphié par Victor Key, et si vous ne connaissez pas Victor Key, trouvez-le sur YouTube. À mon sens, le numéro de Victor Key comportait une richesse bien supérieure, un vocabulaire de jonglage complet, une réelle prouesse à la fois acrobatique, chorégraphique et jonglistique. Et Moïseyev s'inspire de la gestuelle de Victor Key, mais son numéro se résume trop à son dispositif technique. Et donc je trouve que ce numéro est un croisement pas très réussi de Jörg Müller et de Victor Key. En passant, je vous invite à lire un article de Jay Gilligan de 2014, dont je vous mets le lien en description, sur le jonglage pendulaire. Enfin, j'ai envie de faire quelques propositions pour imaginer une version peut-être plus intéressante de ce numéro, à mon goût en tout cas. Par exemple, varier la hauteur du point d'attache à partir du sol, c'est-à-dire qu'au cours du numéro, on pourrait monter, et pas seulement monter, mais descendre ou déplacer latéralement le point d'accroche. On pourrait varier séparément la longueur des attaches, comme pour faire une sorte de marionnette à fil par exemple. Et quitte à se coltiner les accroches dans le numéro, là autant y aller à fond en fait. On pourrait attacher les fils ou certains fils au jongleur directement ou via des poulies. Le jongleur pourrait lui-même manipuler le ou les points d'attache. Le jongleur pourrait utiliser la surface de la scène, comme Jörg Müller, voire plus.
On pourrait avoir des ballons détachables. On pourrait par exemple commencer avec du jonglage traditionnel ou du jonglage contact, puis attacher les ballons un par un et finir avec tous les ballons attachés. On pourrait utiliser ou interagir avec le fil d'attache lui-même. Bon là en l'occurrence le choix a plutôt été fait de faire comme si les ballons flottaient, donc on voit pas du tout les fils, mais on pourrait les faire apparaître et les faire exister. Et voilà pour ce qui est de mes suggestions. Pour les prochaines vidéos, peut-être que j'aimerais bien trouver un numéro où je pourrais vraiment analyser le jonglage lui-même, pas seulement pour des cascades ou des douches, et pas seulement pour la mise en scène ou la symbolique. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi mon analyse. Regardez en description pour trouver des liens, les liens vers mes analyses précédentes, le lien vers mon guide de démarrage gratuit pour monter un numéro de jonglage, et si vous voulez de l'aide, on peut en parler, le lien pour vous procurer mon guide d'initiation au jonglage. Merci d'avoir regardé, likez, abonnez-vous, dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez que je développe certains points, que j'analyse d'autres numéros, et peut-être vos propres numéros, et rendez-vous à la prochaine vidéo.